m'appelle François Cassagne, j'ai travaillé dans l'industrie agroalimentaire, dans les ingrédients pendant 25 ans. Donc, je ne suis rentré dans la start-up qu'il y a 2 ans et pendant 25 ans, j'ai été dans une grande entreprise internationale dont le premier client était Danone, à la branche PLF. Voilà. Donc j'ai vécu à la fois donc en B2B le contact avec une grande entreprise comme Danone et d'autres du secteur. Et puis en interne, j'ai vécu la complexité, la lourdeur, les capacités aussi d'innovation dans un groupe de 4000 personnes. Mais maintenant, je suis responsable technique d'une énorme société de 2 personnes plus une stagiaire. Et c'est très différent. Alors, le projet Algorapolis c'est le nom de la société, c'est de faire une ferme urbaine de spiruline fraîche. Alors, parmi vous, qui connaît la spiruline? C'est pas mal. Et qui en consomme? Ah, c'est bien. C'est exceptionnel. C'est la première audience que je vois avec un pourcentage aussi fort. Super. Bon, donc ça va simplifier les explications. Alors, qu'est-ce que c'est que la spiruline? Vous voyez ici des spires de spiruline. La spiruline, en fait, c'est ce que vous voyez comme spire, c'est une succession de cellules en bâtonnets. Chaque cellule est individuelle. Elle vit en colonie et elle forme une spire. Il y a des spirulines qui sont plus ou moins spiralées. Celle-là, c'est une très spiralée, c'est un bigoudi. Elle fait partie de la famille des cyanobactéries. On l'appelle en général microalgue, mais c'est une cyanobactérie qui vit dans l'eau. Elle vit dans l'eau saumâtre, chaude, à pH alcalin. Et elle est composée à 60 à 70% de protéines, tous les acides aminés. Elle contient toutes les vitamines sauf la vitamine D, 9 minéraux, donc beaucoup de fer, de calcium, des antioxydants, dont la phycocyanine et la superoxyde dismutase. Et on verra tout à l'heure la propriété. Elle est considérée par l'ONU et la FAO comme l'aliment naturel le plus complet au monde. Où vit-elle? La spiruline est apparue sur Terre il y a 3,5 milliards d'années. Elle fait partie d'une famille qui était sur Terre avant les premières cellules animales ou végétales. Et pendant des milliards d'années, elle et sa famille, les cyanobactéries, ont produit 50% de l'oxygène qu'encore aujourd'hui on respire. Grâce à la photosynthèse, vous devez connaître à peu près tous la photosynthèse, l'énergie de la lumière, le CO2 de l'atmosphère, ou le CO2 chimique et de l'azote, du phosphore, du potassium, des oligo-éléments, et on fait de la matière organique, on fait de la biomasse. Donc elle vivait dans l'océan primitif, à l'époque il n'y avait pas de terre émergée, où les conditions étaient très différentes, il n'y a pas d'oxygène dans l'atmosphère, et elle est demeurée à l'état naturel encore de nos jours sur Terre, au lac Tchad, on en trouve en Camargue, on en trouve en Amérique latine, dans des endroits où elle est dans une température au-delà de 30 degrés, elle est en milieu alcalin, donc pH entre 9 et 11, et elle a des minéraux pour se nourrir. Aujourd'hui, comment est-elle consommée? Alors, je vous ai amené de la spiruline en paillettes, si vous voulez la goûter. Elle est consommée aujourd'hui dans le monde à hauteur de 7 à 9 000 tonnes, quasiment toutes sèches, en paillettes, mais beaucoup en comprimés. C'est considéré comme un complément alimentaire. On en mange quelques grammes par jour. Il y a différentes populations qui l'utilisent. Alors les véganes et végétariens en consomment beaucoup parce qu'il y a de la vitamine B12, du fer, du calcium, tous les acides aminés. Donc ça compense un certain nombre de carences que les véganes et les végétariens peuvent avoir. Les sportifs en prennent également parce que c'est un booster d'énergie, un booster d'immunité et ça permet de récupérer de l'acide lactique. Autre facteur important également, c'est rempli de bienfaits, mais il n'y a pas de dose maximum. Donc c'est jamais du dopage. Les sportifs peuvent en prendre autant qu'ils veulent, pendant autant qu'ils veulent dans leur valise, ça ne sera jamais considéré comme du dopage. C'est naturel. Il y a aussi des gens qui ont des problèmes de santé et qui la prennent parce que ça aide à résister à la grippe, parce que c'est un booster d'immunité, aux allergies, quand on est en région parisienne par exemple, c'est important. Je connais un oncologue qui en a donné pour booster
une personne qui avait des problèmes d'anémie de résistance entre deux opérations. Voilà. C'est utilisé dans beaucoup d'endroits dans le monde, c'est utilisé en Afrique aussi, pour guérir la malnutrition, pour faire revivre quasiment les enfants qui sont en train de mourir du kwashiorkor. Donc c'est très utilisé. Dans les pays asiatiques, beaucoup plus qu'en Europe. Mais globalement, on en consomme un peu partout. Et la France, en Europe, est le leader à la fois dans la production et dans la consommation. Mais c'est toujours sec, c'est toujours mort. Alors comment on la produit? Alors je pensais que l'écran serait beaucoup plus grand, donc là il y a trois petites photos de trois types de production. C'est toujours produit en extérieur, en bassin, en couche fine, maximum 20 cm. Et là, si vous avez d'excellents yeux, vous voyez une ferme en Afrique avec un bassin rond qui est tout petit. Vous voyez une ferme artisanale en France, sous serre, parce qu'en Afrique, zone intertropicale, il fait chaud et en plus il y a la lumière la plupart du temps. En France, sous serre pour garder la chaleur, puisqu'en dessous de 30 degrés, la spiruline ne poussera pas. Ici aux États-Unis, à Hawaï, une ferme industrielle. Et dans tous les cas, c'est la production en extérieur, donc avec l'air extérieur. Donc la spiruline prend tout ce qu'elle trouve dans l'air, les poussières, les métaux lourds, potentiellement d'autres microalgues. Hein. Il y a des microalgues en aérosol dans l'atmosphère. Et comme le mode de production n'est pas hygiénique, et là, Aurélien parlait tout à l'heure de la sécurité alimentaire, et j'imagine que ça sera un des thèmes aussi pour Danone. Comme ça n'est pas hygiénique, quand on la sèche, en fait, s'il y a des contaminants, ils meurent, on ne les trouve pas d'analyse, on peut la manger sèche. Et donc, quel est le projet Algorapolis dans tout ça? C'est de disrupter à la fois le mode de production et le mode de consommation, en faisant un produit qui est bon pour les gens, avec un processus qui est bon pour la planète. L'idée est la suivante, et je vais passer à la slide suivante, c'est de produire une spiruline de façon hyper locale, de la vendre vivante dans un rayon de 25 km en la distribuant en vélo. Pourquoi? Vivante parce que si vous avez le choix entre une pomme qui est mûre, que vous pouvez cueillir sur l'arbre, et la même pomme que vous coupez en petits morceaux, que vous faites sécher, que vous broyez, que vous faites en comprimé et que vous gardez dans un placard pendant 6 mois, intuitivement, vous saurez qu'il y a beaucoup moins de vitamines dans la pomme séchée en comprimé que dans la pomme fraîche, et que la biodisponibilité de tout ce que vous aviez dans la biomasse de la pomme, elle sera réduite dans la pomme. Donc, pouvoir la consommer vivante, c'est avoir le maximum des bienfaits de la spiruline. Hyper local parce que on doit, et Aurélien parlait des problèmes de nutrition à venir, déjà présents, mais à venir dans le monde, puisque effectivement avec 9 ou 10 milliards en 2050 et 70% d'urbains, on n'aura pas assez de terres agricoles pour nourrir tout le monde et pour nourrir surtout en protéines carnées avec le régime alimentaire occidental. Donc il faut trouver d'autres modes de culture. Il faut quand on peut utiliser les friches, donc ce qui ne peut être utilisé ni pour cultiver donc des terres arables, ni pour de l'habitat, ni pour du tertiaire. Et en ville, il y a plein de friches urbaines. Il y a des sous-sols, il y a des espaces inoccupés. En région parisienne, il y en a des hectares et des hectares. Ensuite, parce que quand on rapproche la production du lieu de consommation, on évite énormément de transport. Donc on a un produit plus frais, on a une intimité entre le producteur et le consommateur. Le consommateur peut venir voir la ferme et on n'a pas tous ces camions. Et donc ça permet de distribuer en vélo cargo. Et si on prend 4 départements, les 4 plus petits départements français, 75, 92, 93, 94, on a sur 1/1000 de la surface française, on a 10% de la population. On a 400 000 végétariens, on a 4 millions de sportifs. Donc, on peut livrer à vélo le meilleur aliment au monde, l'aliment le plus complet au monde, en frais, avec une DLC courte, et tout ça sans mettre de carbone. Au contraire,
On pompe du carbone dans l'atmosphère pour la produire. On économise 18 tonnes de CO2 par tonne de spiruline produite. Et on n'en utilise pas un gramme pour la livraison. Donc dans ce contexte, il y a énormément de contraintes. Alors ça n'est pas fait aujourd'hui. Personne ne fait de la spiruline urbaine et personne ne vend la spiruline vivante. Donc si ça n'est pas fait, c'est pas parce que personne n'a essayé, c'est parce que c'est compliqué. Il y a des équations d'investissement, de qualité, de rendement qui sont complexes. Et c'est ces équations-là qu'on va essayer de résoudre, entre autres grâce à la gestion des données. Donc tout ça, ça se fera grâce à une innovation. D'abord une innovation en technologie. Il faut réussir à trouver les conditions technico-économiques pour faire ça en ville. Et c'est ce sur lequel on travaille. Avec cette innovation technologique, on va générer beaucoup de données. On n'est pas en bassin, on est en cuve, avec des pompes, avec des capteurs, avec un système où on n'est pas obligé d'avoir une personne qui regarde tous les jours chaque module de culture. Et donc, toutes ces données, pour les analyser 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et pouvoir, comme disait Aurélien, prédire ce qui peut se passer et optimiser les conditions de culture, on a besoin d'autre chose qu'un tableur Excel et quelqu'un qui passe du temps à faire des droites de régression ou des moyennes. Voilà. On a besoin aussi de régler un grand nombre de questions, de trouver un grand nombre de solutions à des équations un peu compliquées en termes de qu'est-ce qu'on utilise comme matériaux, comment on règle le problème comment on acclimate en indoor quelque chose qui est naturellement depuis 3 milliards d'années qui s'est habitué à la lumière du soleil. En tout cas, on a un gros défi technologique, donc l'innovation, elle est d'abord là. Mais cette innovation permet de faire un produit donc l'on vend en coupelle, vivant, sous atmosphère contrôlée, sous atmosphère modifiée, et que, donc un produit vivant qui peut se garder de 10 à 14 jours. Et grâce à cette innovation produit, on parle des innovations d'usage. C'est-à-dire qu'on peut transformer un complément alimentaire, c'est-à-dire du cachet, ou de la paillette, que les gens prennent à une certaine dose par jour. Il y a des gens qui, comme moi, en prennent toute l'année. Il y a des gens qui en prennent pendant une cure pendant 3 mois. Il y a des gens qui en prennent une fois comme ça. Il y a des gens qui en mettent dans les smoothies qu'ils font eux-mêmes ou qu'ils prennent dans un bar à jus. Comme les propriétés de l'aspirine s'expriment quand on en prend régulièrement, l'idée c'est de transformer l'usage de compléments alimentaires à aliments, mais aussi de proposer aux gens des formes d'utilisation quotidienne. Donc de donner l'envie, de donner la possibilité aux gens d'en manger tous les jours ou quasiment tous les jours. Là, il y a un vrai défi en termes d'innovation. Alors, un des thèmes de cette matinée, c'était aussi comment on fait au quotidien pour rompre les difficultés qu'on rencontre en termes d'innovation. Pour ce qui est innovation technologique, l'avantage dans une start-up, et moi j'ai travaillé dans un grand groupe avant, c'était un peu l'inverse. L'avantage d'une start-up, c'est la réactivité, le fait qu'on prend les décisions à deux, qu'on est complètement dans ce domaine d'innovation technologique. Donc, ce n'est pas en interne qu'on a de frein à l'innovation. Les partenaires également qu'on peut trouver sont toujours intéressés par la participation à l'innovation, que ce soit en termes d'image ou technologique, il n'y a pas de souci. Le frein qu'on va rencontrer, donc aujourd'hui on est plutôt avec des early adopters, donc des gens qui sont convaincus, qui prennent la spiruline, quelle que soit la forme, et qui s'attachent assez peu, à la difficulté parfois de l'utiliser. Mais pour augmenter en termes de marché, pour avoir un impact important, il faut passer à un marché un peu plus de masse. Et là, on va rencontrer des difficultés. On va devoir travailler sur les utilisations, donc avec des restaurateurs, des influenceurs, sur les utilisations de l'aspirine. Donc c'est là que les freins sont un peu plus compliqués. Et c'est là qu'on est sur des parties prenantes à la fois plus complexes, plus larges, plus différenciées, plus compliquées